Très bien. Merci beaucoup, Oliver, et ravi, très heureux d'être ici aujourd'hui pour le 24e congrès des clubs d'affaires franco-allemands. Donc, moi, je suis Boris Jaros, je suis franco-allemand et professionnellement, eh bien, je travaille à la Banque de France et actuellement, je suis expert national détaché à l'autorité bancaire européenne en tant que spécialiste des sujets ESG, dont il a d'ailleurs été fait mention déjà dans les échanges aujourd'hui. Mais c'est pas à ce titre-là qu'aujourd'hui j'interviens avec mes camarades, c'est que je suis membre d'un programme que Oliver a mentionné qui est Génération Europe ou Generation Europa. Alors, Génération Europe, qu'est-ce que c'est? Génération Europe, c'est avant tout un réseau de jeunes personnalités, experts, jeunes professionnels qui sont réunis pendant une année pour œuvrer ensemble à l'avenir des relations franco-allemandes. Ce réseau a été lancé en 2023, en janvier, à l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée, qui, comme vous le savez, c'est vraiment le traité cadre des relations franco-allemandes. Et c'est un programme qui a été lancé par la France et l'Allemagne au niveau gouvernemental, sous le haut patronage du président de la République, mais aussi du chancelier allemand. Et donc, nous avons effectivement eu la chance d'être reçus par le président et le chancelier à l'Élysée pour le lancement du programme. Depuis, il y a eu un certain nombre de cycles de rencontres d'assez haut niveau qui ont inclus le président de la République fédérale d'Allemagne, qui ont inclus les ambassadeurs des deux pays, des représentants de niveau ministériel, le gouverneur de la Banque de France, qu'on a eu, mais aussi d'autres types d'interlocuteurs, comme par exemple au niveau syndicaliste. On avait visité Zahnstein, par exemple, en Sarre, mais aussi des représentants de la société civile. Donc l'idée, c'est de se forger une vision sur les affaires, sur les relations franco-allemandes. Et à ce titre, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec trois de mes co-membres ou camarades de différentes promotions de la Génération Europe. On est maintenant à la deuxième génération, la troisième est en cours de recrutement. Et l'idée, c'est que bien sûr, d'ici 10 ans, vous aurez 200 jeunes professionnels, experts, personnalités, qui essaieront de faire vivre à leur niveau les relations franco-allemandes par leur engagement professionnel ou citoyen. Et donc, de ce point de vue, je suis très heureux d'avoir à mes côtés, eh bien, d'abord Clémentine Petain, qui est chef de projet mobilité et intermodalité au sein du groupe Aéroport de Paris, et qui œuvre actuellement à la décarbonation du secteur du transport. Donc, c'est très adapté aussi au thème général du congrès aujourd'hui. Et plus particulièrement en travaillant sur l'intermodalité fer-air et le report modal vers une mobilité bas carbone. Et par ailleurs, Clémentine s'engage bénévolement pour la jeunesse et le climat avec l'organisation de séjours interculturels d'une association que peut-être vous connaissez qui s'appelle Climats. J'ai ensuite également Jeannette Zus qui est avec nous aujourd'hui, qui, après un parcours académique en France et en Allemagne, est aujourd'hui chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI. Alors l'IFRI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une très très haute référence en France sur les questions de recherche en sciences politiques et en relations internationales, et qui a rejoint la Génération Europe en étant très motivé par le développement d'idées concrètes pour des modèles d'avenir en matière de démocratie et de manière générale le développement de l'idée des projets européens. Et enfin, on est avec Benjamin Sibyl aujourd'hui. Benjamin Sibyl, qui est le fondateur du Collectif pour un service civique européen, une association française ou la 1900, mais qui promeut justement un projet de service civique européen au niveau de toute l'Europe, de toute l'Union européenne pour l'ensemble des jeunes. Et Benjamin, à ce titre, est aussi lauréat du prix Charlemagne pour la jeunesse du Parlement européen. Et il s'engage aussi bénévolement pour un festival franco-allemand d'art et de musique qui s'appelle Lust in Sarreguemines. Et enfin, Benjamin est aussi officier de réserve dans l'armée de terre, ce qui prolonge son engagement citoyen. Donc, un dernier point commun, enfin, entre nous quatre, c'est que nous avons tous bénéficié du programme Tremplin du club économique franco-allemand. Donc, on a la chance d'avoir pu participer à un certain nombre, là aussi, de conférences et d'événements. Donc, un grand merci au CFA aussi pour son soutien. Donc, je sais qu'il est attaché à ce programme. Sans plus tarder, je vais me tourner justement vers, un peu par ordre chronologique, vers la génération 2023, donc représentée par Benjamin. Donc j'ai un petit peu essayé d'expliquer les activités qu'est-ce que c'est que Génération Europe. Est-ce que, Benjamin, tu peux nous en dire un petit peu plus finalement, quelles ont été les activités, surtout les résultats un petit peu de
Génération Europe lors de son année de lancement. Je vous propose qu'on revienne un peu ensemble sur quel était le but de cette Génération Europe et effectivement qu'est-ce que ça a donné avec des différences entre la première et la deuxième année. Je pense que c'est aussi tout le sens d'avoir plusieurs groupes qui se succèdent. Et le premier de ces buts, c'est en fait l'existence de ce groupe en soi. Ça, c'est un peu toujours le même pari que celui qui avait été le pari déjà du général de Gaulle et du chancelier Adenauer avec la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est de dire nous voulons qu'il y ait des jeunes Allemands et Français qui aient des expériences communes, qui passent du temps ensemble, qui fassent des choses ensemble, qui créent des choses ensemble, et que ça va créer une solidarité de fait entre nos deux pays pour faire avancer non seulement notre relation bilatérale, mais aussi l'Europe. Et donc, ça, c'était quand même une dimension très importante. Maintenant, quels ont été les autres objectifs qu'avait en tête le président de la République et le chancelier fédéral, peut-être je voulais dire le chancelier fédéral d'alors, au moment de la création de la Génération Europe. Notre groupe était très divers, donc il est effectivement à moitié composé de Français, à moitié composé d'Allemands. Vous voyez qu'en regardant mes collègues, plutôt des jeunes gens brillants, dans leurs différents parcours. Et vous avez dedans des gens qui sont déjà naturellement dans le franco-allemand, peut-être même issus de familles franco-allemandes, donc qui ont ça depuis le début de leur parcours. Par exemple, pour parler de moi, ce qui est plus français qu'allemand d'ailleurs, je viens de Moselle, une région à la base germanophone. Et puis vous avez des gens qui sont plus dans leur profession, au quotidien, engagés dans la chose franco-allemande en tant que porteurs de projets ou par leur parcours professionnel et ainsi de suite. Ce sur quoi, en revanche, nous étions tous d'accord, au-delà de ce qui nous a rassemblés, mais là où nous voulions aller, c'est que le franco-allemand avait une importance vitale aujourd'hui pour nos deux pays, pour l'Union européenne et j'ai envie de dire au-delà. Alors, sans être particulièrement innovant, une chose qui nous réunissait, et sur lequel nous étions peut-être un peu précurseurs au vu des résultats des élections américaines d'il y a 2 jours, c'était que cette importance, elle provenait du fait qu'il était nécessaire pour l'Europe d'être capable d'anticiper là où elle avait envie d'aller dans 10 ans, dans 5 ans ou même immédiatement, et de le faire de manière un peu autonome. Et pour cela, évidemment, la France et l'Allemagne avaient un rôle crucial. Très concrètement, cela veut dire que nous sommes concentrés essentiellement sur des projets concrets, voire déjà existants, mais pouvant être amenés à l'échelle, immédiatement réalisables, et toujours partant du franco-allemand pour arriver à un potentiel de mise à l'échelle européenne, voire allant directement au niveau européen. Donc on s'est réparti la première année en 6 groupes de travail. Je vais vous les citer et puis revenir un peu sur quelques idées qui en sont sorties. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus, c'est très simple. Là, pour le coup, on se tourne vers les Américains. Sur Google, si vous tapez Génération Europe 2023, OFAGE, si vous voulez être sûr, vous trouvez le rapport complet qui recense toutes ces propositions. Alors, le premier groupe de travail, il traitait de l'environnement et du climat. Je pense que tout le monde sera d'accord aujourd'hui ici pour dire que c'était un sujet très important. On reviendra un peu plus en détail sur certaines de ces propositions. Mais une des thématiques, c'était notamment celle de la sobriété énergétique, comment réussir à faire cette transition énergétique. Un second groupe de travail, qui là aussi je pense mettrait tout le monde d'accord aujourd'hui, c'était un groupe sur l'industrie et le renouveau industriel. Et une des propositions qui, vous le verrez, a fait des petits, si j'ose dire, c'est toute l'idée d'avoir des générations succédant, c'est celle d'un Erasmus professionnel qui a ensuite pu être approfondi et creusé par la génération 2024, je crois. Un groupe sur les politiques de mémoire et là, une proposition qui en est ressortie. Vous savez que les politiques de mémoire ont un rôle très important dans le franco-allemand en général, en particulier dans les actions de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, mais aussi du Fonds citoyen franco-allemand, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et l'idée, c'était, au-delà de la mémoire franco-allemande en tant que telle, pourquoi ne pas essayer de mener ensemble des projets sur des mémoires qui peuvent concerner peut-être un pays ou l'autre,
voire au-delà de l'Europe. On pense peut-être à tout ce qui est le passé colonial, on pense également à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mais décentrée de l'Europe de l'Ouest pour aller regarder ce qui s'est passé côté de l'Europe centrale et de l'Est, parce qu'on sait que ça a été extrêmement important, voire d'autres mémoires. Donc faire de la politique de mémoire un levier de cohésion européenne, comme elle a pu l'être dans le cadre de la coopération franco-allemande. Sur les sujets de santé, on a des réalisations très concrètes, puisque la Charité, à Berlin, a décidé de créer un groupe de travail franco-allemand au sein de ses équipes, mais aussi au-delà, en invitant des chercheurs, des coopérants, notamment de France, mais même d'autres pays européens, si je me trompe. Et de ce groupe sont sorties différentes initiatives pour essayer de rapprocher la recherche, de mieux échanger, de mieux travailler ensemble et de rendre notamment la coopération hospitalière plus facile. Alors, Benjamin, pardon, je me permets d'intervenir. Donc, effectivement, tu soulèves le point très important du franco-allemand comme levier de l'Europe. Je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble. J'ajoute à cela qu'effectivement, je n'ai pas mentionné, mais le programme est piloté par l'Office franco-allemand de la jeunesse. Donc, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et puisque tu évoquais justement les idées qui ont pu continuer à être menées, alors est-ce qu'il y a peut-être une recommandation ou une idée que tu souhaites particulièrement mettre en avant? Très brièvement, sur le groupe climat et sur le groupe culture. Dans le groupe environnement et climat, je le disais déjà, il y a eu une idée qui a particulièrement rencontré son succès. D'ailleurs, l'Office franco-allemand pour la jeunesse va avoir un événement dédié d'ici quelques semaines sur le sujet, il me semble. C'est l'idée d'un service civique environnemental franco-allemand et au-delà européen. L'objectif, ça serait d'aller toucher vraiment des centaines, voire des milliers de jeunes. Les États-Unis, d'ailleurs, ont créé l'AmeriCorps sous la présidence Biden. C'est quelque chose qui, en fait, existe déjà au niveau de l'Office franco-allemand pour la jeunesse depuis près de 10 ans, qui concerne, pour l'instant, je parle sous le contrôle de l'OFAGE, mais je crois entre 40 et 100 jeunes personnes par an, et qui a pu buter jusqu'à présent sur deux problèmes principaux. C'est celui de la coopération entre les deux pays, parce qu'il y a quand même des différences, celle du financement. Donc l'idée, ça serait de remettre de l'ambition, de refaire partir cette machine-là et d'essayer d'encourager d'autres pays européens à le faire. Et à ce titre, il y a des éléments intéressants puisque la France elle-même s'est dotée d'un service civique environnemental il y a 1 an et l'Italie il y a 2 ans. Et puis pour conclure et finir et ne pas être trop long, et on pourra en reparler si nécessaire, une autre idée qui pouvait être porteuse, c'était celle d'une capitale franco-allemande de la culture. Quel est le but, quelle est l'idée ? D'une part, toucher le grand public, parce qu'on le sait, peut-être que les Allemands connaissent mieux la France que malheureusement les Français ne connaissent l'Allemagne. Donc l'idée, ça serait chaque année, dans un pays puis dans l'autre, désigner un territoire qui porterait toute une série d'animations culturelles, sportives, événementielles pour faire vivre vraiment la culture du pays frère, si j'ose dire. Et l'autre élément, c'est en fait avoir une grande vitrine internationale, un peu comme ce que nous avons aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est parti du fait que certains d'entre vous connaissent peut-être le Forum économique de Karpacz en Pologne. Très ambitieux, touchant beaucoup de gens, 5000 personnes, qui à vrai dire réunit pratiquement tout ce qui se fait en termes de gouvernement ou d'acteurs, y compris privés, en Europe centrale et en Europe orientale. Et il est vrai qu'il y a beaucoup d'enceintes qui existent en France et en Allemagne, mais peut-être pas une qui permettrait vraiment de réunir monde économique, monde des décideurs, monde de l'innovation, éventuellement en invitant un pays tiers chaque année et avoir une grande conférence qui permettrait chaque année de réimpulser le franco-allemand, y compris au-delà des acteurs qui sont naturellement portés vers lui. Donc peut-être des acteurs de France et d'Allemagne qui n'ont rien à voir avec à la base. Et voilà un peu nos idées. Je pense qu'effectivement, ça met l'accent aussi sur un deuxième principe, au-delà du franco-allemand comme levier de l'Europe, c'est aussi l'idée d'ouvrir le franco-allemand peut-être au-delà des sphères qui sont déjà assez naturellement très impliquées sur le franco-allemand. Effectivement, cette capitale de la culture franco-allemande annuelle, elle a remporté une certaine adhésion, je pense, au sein du groupe, mais aussi en échangeant avec certaines parties prenantes. Ça paraît intéressé. Donc, si vous avez aussi des questions plus tard sur le sujet, n'hésitez surtout pas à y revenir. Je me tourne maintenant peut-être vers Clémentine, parce que l'idée, c'est aussi, comme vous l'avez vu, ce dialogue, les Anglais diraient cross-pollination entre les deux générations up, entre les différents programmes. Donc, est-ce qu'il y a certaines idées de la génération 23 qui, donc, peut-être vous ont interpellé ou que tu trouves intéressantes? S'il y en avait peut-être une, par exemple.
Oui, tout à fait. Nous, quand on a commencé donc notre promotion 2024, qui est bientôt terminée, mais encore en cours de fonctionnement, si j'ose dire, on a découvert donc les recommandations que vous aviez faites avec la promotion 2023. On les a regardées attentivement, et puis il y en a évidemment certaines qui nous ont plus parlé que d'autres, en fonction aussi des secteurs desquels on provenait. Et donc moi, étant donné que je suis issue du secteur des transports, si j'en devais en citer qu'une seule, même si évidemment il y en a beaucoup qui sont très intéressantes, c'est peut-être celle qui fait aussi écho avec l'actualité d'une certaine manière, qui était celle de dynamiser finalement le secteur ferroviaire au détriment plutôt des moyens de transport plus carbonés. Donc aujourd'hui, malheureusement, on sait que pour la plupart des trajets transfrontaliers, c'est encore l'avion qui est le plus plébiscité. Alors pour les plus longues distances, pour les plus courtes distances, ne serait-ce que pour les frontaliers qui travailleraient dans un autre pays, qui tous les jours passent la frontière, c'est plutôt la voiture qui est le mode de transport le plus utilisé. Il me semble qu'entre la France et le Luxembourg, il y a 100 000 personnes qui traversent la frontière tous les jours, avec une immense majorité d'entre elles qui le fait en voiture, alors même que finalement, on a un réseau de trains qui fonctionne en France, en Allemagne aussi, et qui permettrait finalement de faire du train le choix naturel pour les frontaliers au quotidien, et puis lors des voyages plus de loisirs. D'ailleurs, on sait qu'il y a certaines initiatives qui existent déjà. On a le tram entre Strasbourg et Kiel qui fonctionne plutôt bien. Il y a plusieurs propositions qui sont mises en place, notamment l'été pour les jeunes, pour qu'ils puissent utiliser les TER des deux pays ou au-delà de la frontière. Et puis si on va même au-delà du train, on peut aussi penser à toutes les pistes cyclables qui ont été créées ces dernières années pour relier différents pays, donc les pistes Eurovélo. Donc il y a des initiatives, mais elles ne sont pas forcément étendue au-delà de la frontière, au-delà du Rhin, j'ai envie de dire. On a entendu beaucoup parler, je parlais de l'actualité, donc du Deutschland Ticket à 49 € qui a été mis en place assez récemment en Allemagne. La France s'en est largement inspirée cet été, puisqu'un pass-rail a été mis en place aussi, alors destiné uniquement aux jeunes, mais c'était une première étape et il faut quand même s'en réjouir. Mais nous, donc en tant que jeunes franco-allemands, on a envie de développer et de continuer dans cette lignée de mobilité éco-responsable, notamment en lien avec tout ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. On a eu les inondations encore en Espagne très récemment, parce que ça nous tient vraiment à cœur, et je crois que ça c'était quelque chose qui était aussi dans vos recommandations de l'année dernière, la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on pense vraiment qu'il y a des choses à faire, qu'il faut investir dans le secteur des transports. Et quand on a eu la chance de déjeuner avec le président Macron et le président allemand Steinmeier en mai, mais on y reviendra, je pense, on a eu l'occasion justement de leur soumettre plusieurs propositions, dont celle-ci, celle du billet unique franco-allemand, qui permettrait à n'importe qui soit assez accessible, abordable, et qui permettrait donc à tous les Français, tous les Allemands de voyager facilement d'un côté à l'autre de la frontière avec un même billet de train. Donc effectivement, ça permet bien d'illustrer que les travaux des générations Europe ont vraiment l'ambition, en tout cas la vocation, d'être ancrés dans l'actualité et d'essayer d'avoir aussi d'être le plus concret possible. Ce qui me permet de faire la transition avec Jeannette. Alors justement, voilà, la génération 24, donc où est-ce que vous en êtes? Sur quoi est-ce que vous travaillez? Je pense que Clémentine l'a déjà bien introduit en mentionnant justement un point très très fort qui a tout à fait marqué cette année de la génération Europe 2024. C'était évidemment la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne, en l'occurrence à Dresde, avec un message très très fort aussi pour l'Allemagne de l'Est et pour avoir un regard peut-être plus diversifié de la France vers l'Allemagne, où on a eu donc l'honneur, la chance de présenter certaines de nos recommandations. Mais avant de revenir sur ce sujet, peut-être pour encadrer encore un peu plus et expliquer un peu les différences entre les différentes promotions, en fait, pour chaque promotion, il y a toujours un peu un Oberthema, un sujet phare pour chaque année. Et pour nous, en 2024, c'était la démocratie en Europe. Forcément, comme c'était une année qui était marquée par plusieurs élections, notamment les élections européennes, puis bien sûr les élections aussi régionales en Allemagne, qui nous donnaient du fil à retordre, je pense tous. Et donc c'était très intéressant aussi justement d'être à Dresde en mai, en amont des élections régionales, et puis, comme vous savez très bien, les élections américaines. Donc notre programme, c'est aussi un peu inscrit dans ce contexte électoral, et les enjeux
qui se posent pour la démocratie en Europe, mais bien sûr aussi d'un point de vue franco-allemand. Et c'est pour ça qu'on avait donc 3 workshops à Paris, Berlin et Bruxelles, qui collaient bien avec ces thématiques, où on a rencontré donc plusieurs représentants politiques, économiques, de la société civile, mais on a aussi plein d'événements un peu en parallèle, avec, comme tu disais aussi tout au début, Boris, à l'ambassade, ainsi de suite, l'Institut français. Mais comme je le mentionnais déjà, la visite d'État, forcément, c'était vraiment un point culminant de notre programme. Et on a, comme la génération Europe 2023, eu plusieurs groupes de travail. Donc Clémentine a déjà mentionné l'aspect environnemental, en particulier l'aspect ferroviaire aussi, avec ce billet unique. Ça, c'était vraiment une des recommandations phares. On verra bien aussi à quel point la nouvelle ligne de trajet que j'ai eu l'audace, je vais avoir l'audace de l'essayer à partir de décembre entre Paris et Berlin en train, comment ça va se mettre en place, si ça marche mieux que le train de nuit entre les deux villes. Mais c'est bien sûr quelque chose que nous saluons énormément, parce que nous aussi, on s'est retrouvés à moult reprises à devoir nous déplacer entre Paris et Berlin. Et à chaque fois, ils se posaient la question, est-ce qu'on prend le train ? Mais on risque d'être en retard, 10 heures, ainsi de suite, ou est-ce qu'on prend l'avion pour ça? Et un autre sujet qui nous préoccupait beaucoup, c'était l'aspect de One Health. Donc, c'est une initiative qui a aussi été amorcée déjà en 2023 avec la Charité et ce petit cercle franco-allemand au sein de la Charité. Mais cet aspect One Health, l'idée, c'est de créer un One Health Sustainability Institute et de combiner, vraiment être à l'intersection de plusieurs thématiques, c'est-à-dire la transition énergétique d'un côté, mais aussi le sanitaire, la mobilité, l'intelligence artificielle. Vraiment intégrer plusieurs dimensions et secteurs qui constituent finalement notre santé. Voilà, donc je vais m'arrêter là, parce qu'il y a un autre aspect sur lequel on a travaillé, mais que Clémentine va nous détailler un peu plus, et qui est aussi en quelque sorte un rebondissement sur des thématiques qui ont déjà été évoquées avec la génération 23, qui est celui de la mobilité professionnelle, la mobilité des jeunes, parce que nous, on est la génération Erasmus, mais on fait partie encore peut-être d'une couche plutôt privilégiée, et c'est un peu l'idée d'éteindre ça à d'autres couches sociales et d'autres types de catégories professionnelles. Ce qui me permet juste d'attirer très brièvement votre attention sur ce qui est peut-être l'une des grandes forces des promotions ou du réseau Génération Europe, c'est aussi vraiment l'interdisciplinarité. On a vraiment, vous voyez, sur les thématiques qui sont abordées et la manière dont elles sont abordées, ça va piocher dans différents champs disciplinaires et dans différents types de compétences. Effectivement, donc je laisse la parole à Clémentine. Merci. Tout à fait. Donc, vous avez compris que nous, la mobilité nous tient particulièrement à cœur. Donc, à la fois sur les modes de transport, mais aussi la mobilité professionnelle. Vous avez peut-être vu sur votre chaise un petit flyer. Donc, je vais y revenir tout de suite. L'un des premiers point qu'on a identifié en se retrouvant avec la génération 2024, c'était qu'il y en avait vraiment du mal, ou en tout cas que à la fois les jeunes professionnels et les employeurs avaient finalement du mal à recruter dans le pays voisin. Quand bien même les profils franco-allemands existent, on en est la preuve, mais même entre nous, on n'avait pas eu forcément l'occasion de se rencontrer, alors que nos profils ne sont pas si différents à la base. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 obstacles majeurs au fait de pouvoir aller travailler dans le pays voisin. Le premier étant l'obstacle linguistique, mais qui pourtant peut être assez facilement levé dès lors qu'on apprend la langue partenaire à l'école. Mais finalement, un recruteur va être peut-être moins enclin à recruter quelqu'un qui n'est pas natif initialement. Le deuxième point, c'est vraiment la différence entre les deux systèmes de formation, notamment au niveau des stages. En tout cas, nous, dans nos cursus, on a bien vu qu'en Allemagne, c'était plus facile de faire des stages assez longs dès la licence. En France, finalement, on nous pousse à les faire plus tard, seulement en fin de master. Et puis le troisième point qu'on remarque régulièrement quand même, c'est qu'on a l'impression que les entreprises ont plus envie d'envoyer des cadres assez expérimentés, qui ont déjà certaines années d'expérience en expatriation, et pas forcément les jeunes professionnels qui viennent d'arriver et qui sont tout nouveaux dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ou depuis quelques mois, on travaille donc sur une fameuse charte
qui s'appelle la relève économique franco-allemande, tout à fait, et donc qui aurait pour objectif finalement de fédérer et de faire en sorte que plus d'entreprises, d'une part notamment, mais aussi d'universités et d'associations qui souhaiteraient être partenaires, participent au fait d'envoyer et de favoriser les échanges entre jeunes professionnels français et allemands. Donc, on propose à tous ceux qui le souhaitent de signer cette fameuse charte. C'est possible de le faire directement sur le petit carnet. Il y a aussi un QR code, donc n'hésitez pas à le scanner et puis à répondre aux quelques questions. Et évidemment, nos contacts sont aussi disponibles à l'intérieur pour pouvoir en discuter plus profondément plus tard. Je précise peut-être que la charte, c'est une déclaration d'intention à ce stade pour s'engager finalement à mettre en œuvre plus d'échanges entre les deux pays, à faire apparaître les offres d'emploi sur des plateformes d'emploi qui soient transverses ou peut-être plutôt côté allemand, côté français quand on est une entreprise d'un pays ou de l'autre. Et on a déjà, heureusement, et on en est très satisfait, le soutien des mécènes. Je crois que tu n'en as pas parlé, Boris, encore, mais on est dans Génération Europe, on a quelques mécènes qui nous soutiennent tout au long de l'année. Et donc, eux aussi se sont engagés, dont Bosch d'ailleurs, qu'on a rencontré ce matin, à signer cette charte. Donc ce serait vraiment une contribution précieuse pour nous et puis pour tous nos camarades de promo et au-delà, puisqu'on met aussi l'accent sur, comme tu le disais, les apprentis qui n'ont pas forcément toujours la connaissance de ce qui existe ailleurs. Mais ce serait vraiment une avancée, en tout cas, donc comment on perçoit la mobilité professionnelle des jeunes diplômés finalement, et qui pourrait favoriser la compétitivité des entreprises à la fois en France et en Allemagne, et puis leur visibilité à l'international. Merci beaucoup Clémentine, et effectivement nous comptons sur votre soutien quant à la charte, ce qui permet de me tourner vers Benjamin qui a aussi une expertise sur les questions de mobilité citoyenne en l'espèce, et pour lui demander en tant que Génération 23, donc qu'est-ce que tu en penses? Déjà, comme j'ai dit, c'est un prolongement des travaux de Génération 23, donc on ne va pas se dédire. Effectivement, on est pour. Et par ailleurs, je pense que c'est une mesure qui peut être bonne pour deux raisons, mais j'imagine qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Mais une raison, il se trouve que moi je viens, comme je l'ai mentionné, de Sarreguemines, dans les abords de Sarrebruck, qui est un peu la région historique du travail transfrontalier, plus peut-être même encore que l'Alsace. Et on voit que la réalité des 10, 20, voire j'imagine au-delà, mais je n'étais pas là, années, c'est que c'est une réalité qui est en constant recul. Pourquoi? Parce que les jeunes Français parlent de moins en moins allemand, et les entreprises allemandes se tournent de plus en plus aussi vers une main-d'œuvre qui vient même au-delà de l'Europe. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas, mais c'est vrai que dans une région, notamment du côté français de la frontière, qui est quand même assez fortement touchée par le chômage, on peut le regretter. Et par ailleurs, ça va un peu à contrario d'initiatives institutionnelles comme celle de la SAR, avec sa stratégie France, qui pour le coup voulait inciter beaucoup plus de jeunes Allemands à parler le français, essayer de mieux intégrer les territoires. Et je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose de très européen. Donc si on n'arrive pas à le faire entre nous, on peut se poser la question de est-ce qu'on arrivera à le faire au niveau européen? Donc encore une fois, le franco-allemand est un peu un laboratoire. Et puis la deuxième chose, là peut-être plus du regard d'un professionnel de la mobilité européenne, il y a beaucoup de programmes qui existent aujourd'hui. En l'occurrence, il y a un Erasmus des apprentis qui prend en charge ce type de mobilité. Il y a des initiatives comme le Corps européen de solidarité et différents mécanismes à tout niveau. Mais c'est vrai que la problématique principale, c'est souvent les acteurs ne sont pas au courant. Donc avoir des entreprises qui s'engageraient, ça ferait beaucoup de sens et ça permettrait en fait de faire fonctionner mieux ce qui existe déjà, voire d'envisager d'aller au-delà. Pas oublier qu'on est en pleine période de renégociation des budgets européens. Une des grandes questions qui se posent, c'est est-ce qu'on mettra l'argent dans le Fonds social européen ou dans Erasmus ? Et sans doute que les entreprises auront un avis et un impact sur le sujet. Et donc voilà, je pense que ça ferait beaucoup de sens de ne pas agir que entité publique ou société civile ou entreprise, mais d'avoir tout le monde qui se réunit sur une question qui est en fait dans l'intérêt de tous. Parce que comme on l'a dit, mobilité des jeunes, c'est aussi des jeunes qui sont plus compétents, plus capables et demain plus européens pour faire avancer
notre société européenne. On voit bien l'enjeu linguistique et de compétences, absolument. Je vois que le temps file, donc je vais peut-être aller vers une dernière question que je voudrais vous poser à tous les trois pour sortir peut-être un peu du cadre strict Génération Europe, mais plutôt bénéficier de vos regards et de vos expertises différentes et en même temps complémentaires. Donc le sujet du congrès, on est bien sur les questions de mobilité, de durabilité notamment, mais pas que. Et alors voilà, je me demandais finalement, on a vu les résultats des élections aux États-Unis, on voit ce qui s'est produit en Allemagne au niveau gouvernemental, on a cette polycrise face à laquelle se trouvent les sociétés européennes et les gouvernements européens, et les défis pour l'économie dont on a largement parlé aussi dans la table ronde précédente. Donc en reprenant un peu de hauteur, finalement, de votre point de vue, quel est le rôle du franco-allemand comme levier de cette transition, de cette transformation en Europe? Donc je commencerai peut-être par toi, Jeannette, et ton regard peut-être plus d'expert politologue. Oui, je pense d'un point de vue politique, on est vraiment à un moment charnière. En ce moment, tu viens de l'évoquer avec les élections américaines, mais bien sûr aussi ce qui se passe, et c'est certainement une répercussion aussi de cela en Allemagne. C'est vraiment la question de comment réconcilier en fait la question, et on l'a vu pendant la campagne des élections européennes, la question de comment maintenir notre niveau de compétitivité ou même retrouver un nouveau modèle économique européen avec la transition écologique et les nécessités qui vont avec. Et ça a vraiment marqué toute la campagne des élections, c'est-à-dire la remise en question jusqu'à un certain point du pacte vert de l'Union européenne. On l'a vu déjà avant avec des mouvements de contestation qui sont de plus en plus transnationaux. C'est peut-être la seule chose positive là-dedans, avec par exemple des mouvements comme les Gilets jaunes en France, qui ont aussi eu un certain impact dans d'autres pays membres et qui, dans tous les cas, ont été observés attentivement par d'autres États membres. Et on l'a vu aussi cette année avec, par exemple, les manifestations des agriculteurs partout en Europe, qui est devenu un peu une sorte de mouvement de contestation transnationale. Donc voilà, je pense qu'il y a une synergie, une prise de conscience commune sur les enjeux qui se présentent pour l'Union européenne. Et il convient maintenant donc à la France et l'Allemagne de trouver vraiment des réponses communes, comment concilier la transition écologique avec la compétitivité. Et je pense qu'on a un très bon point de départ, parce que cette année, en 2024, en printemps, il y en a eu en Conseil des ministres franco-allemands, où a été esquissée une feuille de route franco-allemande pour la compétitivité. Puis, il y a bien sûr le rapport Draghi et toutes les nouvelles propositions pour ce nouvel agenda européen de la Commission européenne. Je pense qu'on ne manque pas d'idées. C'est pas ça le problème. On est bien sûr potentiellement fait face à un vide politique, notamment bien sûr maintenant en Allemagne. Donc, mais on voit bien justement la virulence de cette question du financement, la question de l'endettement, mais la volonté d'investir massivement dans les technologies clés expose de mener une politique industrielle plus proactive. Et là, je pense qu'il y a eu énormément de rapprochements entre la France et l'Allemagne qui ont été quand même marqués par des approches politiques tout à fait différentes, dues à leur nature d'économie tout à fait différente l'un de l'autre. Mais je pense, voilà, les sujets sont sur la table. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Et c'est bien sûr aussi les acteurs économiques qui sont tout à fait cruciaux, et une société civile active qui peuvent donc accompagner la politique quand elle est parfois dans des phases plutôt d'instabilité. Merci beaucoup. Et alors justement, effectivement, tu évoques la mise en œuvre. Je vois que le temps file, donc je vais vous demander, Benjamin et Clémentine, d'être peut-être de conclure en une petite minute, si c'est possible, même si c'est des sujets on pourrait discuter des heures sur eux, sur ces sujets, bien entendu. Alors, donc justement, au niveau plus concret des organisations, quel est toi ton regard, Clémentine? Merci. Ouais, tu l'as dit, Jeannette, l'enjeu finalement, c'est d'allier compétitivité, de rester compétitif sur le marché, tout en effectuant sa transition environnementale.
Moi, je pense, en tout cas de ma vision, qu'on a vraiment intérêt à s'inspirer des bonnes pratiques de ce qui est fait ailleurs. Je viens d'une entreprise qui est très franco-française et finalement, c'est en nous tournant vers d'autres aéroports européens qu'on se rend compte qu'il y a des choses à faire, des choses à mettre en œuvre pour que finalement le monde des transports, c'est ce qu'on disait en introduction, réussisse à se décarboner tout en passant justement par l'aérien. Et là, si je prends plus mon regard de jeune, entre guillemets, enfin, en tout cas issu de la génération climat, il est vrai que finalement la technologie seule, je pense, ne sera pas l'unique solution et qu'il faut, tu l'as mentionné, hein, Benjamin, tout à l'heure, qu'il faudra faire preuve de sobriété également. Donc il faut s'assurer finalement que compétitivité s'allie avec transition environnementale, mais aussi que développement technologique s'allie avec sobriété. Je te demande une petite minute, Benjamin. Le regard de la société civile. J'aime bien cette idée de penser le franco-allemand comme un laboratoire. C'est peut-être plus égalitaire pour nos camarades de Pologne, de Roumanie, d'Italie, d'Espagne et autres que le moteur ou l'entraîneur. Mais au final, on retrouve un peu ce sens-là. Et je crois que la France et l'Allemagne ont toujours été très convaincus d'Europe, sont encore très convaincus d'Europe et c'est plus forcément quelque chose d'acquis malheureusement aujourd'hui. Et donc pour pouvoir entraîner nos partenaires européens, il faut aussi prouver que c'est possible et que nous on le fait. Parce que sinon c'est un peu difficile d'avoir des discours à 27 si même à 2 on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Et donc pour finir, tout simplement, je pense que ces quelques idées dont on a fait part, cette capitale franco-allemande de la culture, de grandes conférences qui permettraient peut-être de discuter de tous ces sujets, cet Erasmus professionnel ou ce service civique environnemental déjà balbutiant mais qu'on espère beaucoup plus grand, ça serait un bel exemple à ensuite développer au niveau européen. Et on espère qu'avec votre soutien et votre intérêt, n'hésitez pas d'ailleurs à venir vers nous s'il est là, parce que tous ces projets existent. C'est à vous et à nous de les faire grandir. Et ben, on pourra réenchanter l'Europe. Make Europe great again. Merci beaucoup à tous les trois. On pourrait conclure avec la phrase de la conclusion de notre rapport. Oh, pardon, je vois qu'il y a déjà une... Alors, une première question. Non, très bien. On peut commencer les questions. Hein. Ah. Je le dis pour l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre votre programme? C'est une très bonne question, effectivement. Donc, pour rejoindre le programme, c'est assez simple, finalement. Il y a chaque année un cycle de candidature qui est publié sur le site de l'OFAGE, qui est relayé sur les différents réseaux franco-allemands aussi. Le club économique franco-allemand l'a relayé cette année et on l'en remercie beaucoup. Mais aussi, par exemple, le cercle des alumni de Sciences Po l'a relayé. Donc, évidemment, les mécènes qui ont été évoqués aussi le relais. Donc, il y a Odo aussi, par exemple. Donc, généralement, on le voit au niveau des réseaux sociaux et sur le site de l'OFAGE. On envoie une candidature qui prend la forme d'un CV, d'une petite vidéo et généralement une lettre de recommandation. Suite à cela, et bien après, on vous souhaite bonne chance dans le processus. Simplement, il faut avoir maximum 35 ans. Donc ça peut être des vieux jeunes, mais c'est quand même encore un peu jeune pour rejoindre le programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être sur les travaux, sur les parcours qui ont été évoqués? Vous levez la main distinctement. En tout cas, on est très conscient de l'avis de tempête aujourd'hui sur le franco-allemand et sur l'Europe. Et donc, pour reprendre le mot dans notre rapport, le franco-allemand doit hisser la grand voile. En tout cas, les membres de la génération Europe, eux, essaieront de faire leur part.